Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui M. Ibouba, coordonnateur du Forum de la diplomatie numérique du Sénégal. Monsieur Ba, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci de me recevoir et de nous faciliter d'expliquer ce que nous faisons au sein de la diplomatie numérique du Sénégal. Diplomatie numérique, qu'entend-on par ce concept ? Pour la simple raison, dès qu'on parle de diplomatie, on parle du principe, c'est la capacité d'échanger entre plusieurs acteurs et plusieurs compétences et surtout de faire une promotion. Et là, c'est précisément sur tout ce qui concerne le numérique dans notre secteur. En tenant compte également, ce concept a été développé au niveau de l'Occident pour faciliter les échanges qui peuvent être faits entre leurs populations. Nous aussi, il est impératif qu'on puisse aller dans cette tendance. Ce n'est pas juste un outil, c'est beaucoup plus stratégique. Mais surtout d'abord localement pour aller vers globalement. Donc vous faites la promotion du numérique au Sénégal et au-delà des frontières. Hein. Absolument, parce qu'on ne peut plus vivre tout seul, isolé, peu importe sa force et ses convictions. Il semble qu'il y ait un proverbe algérien qui dit que si on veut voyager loin, il faudrait aller avec tout le monde. Si on veut aller vite, il faut être seul. Là, sur le principe de cette diplomatie numérique que nous proposons, la promotion du numérique, mais vers qui ? Il y a beaucoup de couches au niveau de ce pays. Certains sont dans l'instruction de l'école française, l'autre école arabe ou coranique, et d'autres aussi qui sont laissés en compte. Il y a les artisans également. Il y a tout ce qu'on appelle également les couches vulnérables. Mais vulnérables à quoi ? Vulnérables par rapport à la puissance financière, matérielle, mais surtout l'analphabétisme numérique. Et c'est surtout ça le danger, parce que leurs données personnelles sont exposées durant leur exploitation sur la fréquentation d'Internet et d'autres outils numériques. Il est impératif que nous puissions leur donner certaines compétences où ils pourront tout de suite intégrer l'accessibilité et surtout la pratique numérique dans n'importe quel cadre social ou professionnel. Très bien. Parlez-nous maintenant des domaines d'intervention. Vous intervenez dans quel domaine ? Nous intervenons beaucoup plus dans les zones rurales d'abord, pour géographiquement parlant, comme je l'avais dit, les femmes, les jeunes, les scolarisés et non scolarisés, ainsi que les enfants. Beaucoup plus de volets de la formation professionnelle. Je prends un exemple. Si on prend l'éducation routière, qui doit être impératif pour destiner aux enfants, parce que dans notre zone, par exemple, de Yendialaw, ou bien que vous parlez de Popenguine, ou bien que vous allez jusqu'à Diamniadio, Sébikotane et 50, il y a une forte circulation routière. Il y a beaucoup d'accidentés dus à la méconnaissance de tout ce qui est panneaux de signalisation ou en tout cas les pratiques routières parce que les routes sont venues rejoindre les villages. Donc du coup, nous sommes partis sur le principe avec une inclusion numérique. Si on développe notre propre application, chaque parent qui prêterait son téléphone à ses enfants, il y aurait une exigence pour l'enfant de le challenger, de jouer sur l'application en ayant certains points en connaissance sur les panneaux de signalisation avant d'accéder à d'autres jeux. Et ça, c'est un principe. Légalement aussi, de voir que les femmes qui n'ont pas les capacités alphabétiques doivent être encouragées sur la pratique du numérique pour pouvoir identifier, pouvoir créer leur compte Facebook, pouvoir avoir leur compte TikTok, avoir leur vie numérique, tout en préservant également leur intimité. Parce que des prises de photos ou des vidéos peuvent exposer dans le patrimoine social, émotionnel de l'individu et même juridique. Donc, ces sensibilisations sur leurs données revient. Mais nonobstant que cette démarche-là, elle est bien, mais nous avons intégré également que dans les établissements qui nous entourent, l'objectif, c'est de pouvoir faire des fresques avec les panneaux de signalisation pour que les enfants puissent voir ce que c'est un panneau, stop, laisser le passage, etc. Du coup, dans la pratique de cette connaissance, nous savons pertinemment que la période élémentaire, collège au lycée, et qu'il arrivera à la terminale, fortement, cet individu-là peut être très bien outillé à penser à même son permis de conduire. Ce qui fait que quand il sera étudiant en conduisant ou après, avec l'inclusion numérique qui a été faite, ça permet d'assurer. Il y a aussi l'autre côté. Nous sommes dans une zone côtière ou même dans une zone exposée vers les brousses et autres où il y a beaucoup de sachets plastiques. Ouais. Et dans le développement durable, de faire la récupération, de transformer ces sachets en pavés. Et enfin, nous partons du principe qu'il faut du leadership pour leur permettre d'avoir une prise de conscience en soi-même. Parce que si on n'est pas présent numériquement et qu'à côté, les voisins ou voisines sont toujours présents dans les réseaux sociaux, qui sont challengés et qui reçoivent beaucoup de likes. Sinon, on n'a pas une vie numérique, on peut tout de suite se sentir très affaibli au niveau émotionnel. Et donc, dans le leadership qu'on incarne, de le proposer, il faudrait ceci, la prise de parole en public, les études, l'incitation à l'effort, l'incitation à la vie sociale. Et enfin, éviter que les femmes soient isolées. C'est pourquoi nous, on a, avec un institut que je n'ai pas cité,
en collaboration, en partenariat, pour des formations en make-up, des formations en coiffure, et compléter toujours par l'inclusion numérique en les incitant à la bureautique. Comme ça, au moins, elles pourront savoir le A et B du numérique et avoir leur vue numérique. Et que demain même, si elles se lancent dans l'entrepreneuriat commercial, digital, pourront elles-mêmes gérer leur page, etc. Alors, quels sont les feedbacks que vous avez? Est-ce que le projet est en train d'impacter dans la zone? Oui, malheureusement, nous sommes à la recherche de bailleurs. Nous savons qu'avec les ODD, que ce soit le 3, c'est l'UNICEF, avec l'UNESCO, nous faisons un appel parce qu'on a adressé des correspondances. Maintenant, c'est le suivi qui reste. Ce qui pourrait permettre également les autorités institutionnelles, avec le RSE, la mise à l'échelle pourrait atteindre, d'après nos estimations, entre 17 000 et 52 000 personnes sur les 60 mois à venir. Rien que par exemple dans la zone de Popenguine, Yen Djalaw, Djamnyadjo, Sébikotane à 50, nous estimons que dans les 60 mois, faire une formation entre 4 et 8 000 personnes serait facilement faite dans la mesure où cette dynamique que nous avons effectuée, nous sommes à peu près à 200 heures de formation concernant les enfants. Avec l'application Scratch, là on va aller vers Pix, et là nous avons reçu une certaine dotation en termes d'ordinateurs et nous avons nos locaux. Nous allons bientôt faire des portes ouvertes avec certains parents et de faire des cartes qui seraient destinées aux parents qui sont un peu confortables, d'accompagner le projet par des dons afin que ça soit pérenne. Voilà en tout cas dans la dynamique où nous sommes et nous sommes convaincus que quand c'est une mise à l'échelle, que ça soit à Bakel, que ça soit à Goudiri, que ça soit à Haïrela ou Goudomp, diplomatie numérique doit être présente partout. Diplomatie numérique, c'est depuis quand? C'est depuis plus de 5 ans, reconnu par l'État du Sénégal. Et nous avons eu beaucoup de contributions que nous avons eu à adresser sur la géolocalisation. Nous avons eu des contributions qui ont été faites durant la Covid. Parce que d'ailleurs, la Covid a fait une révolution sociétale. C'est la première fois que tous les individus, en un instant T, étaient demandés de rester chez eux, alors que d'habitude, on demande aux gens de sortir. Et ce n'était même pas une prescription médicale, c'était juste au niveau de l'hygiène, parce qu'on n'avait pas la solution médicale. Donc du coup, on a vu que les outils numériques étaient prépondérants. Beaucoup de gens, surtout nous, avec notre diaspora, qui avait beaucoup de difficultés d'avoir les nouvelles du pays, et vice-versa, nous avons tout de suite sensibilisé sur les données. Parce que quand vous allez partir demander, vous proposez votre téléphone pour que ça soit réparé, l'individu accepte à vos données. Donc du coup, dans cette projection de l'expérience qu'on a eue de la Covid, nous avons prévu sur un plan de formation de réparer les téléphones. Et que s'ils parviennent à avoir ce label de diplomatie numérique, parce que c'est l'éthique des données. Nous ne voulons pas que quelqu'un qui répare votre téléphone, vous ne savez même pas s'il copie ou s'il ne copie pas les données. Voilà à peu près les projections que nous sommes en train de faire. Ibouba, notre invité TIC ce dimanche. Ibou, quand on entend parler de diplomatie numérique, évidemment on pense à l'international, les relations internationales justement. Est-ce que c'est exactement cela? Presque oui, mais ce n'est pas un outil pour faire la promotion de la diplomatie métier. C'est un concept où il y a 2 ambassadeurs. La France a nommé son ambassadeur et je pense que c'est la Finlande qui a nommé également son ambassadeur. Prenons un exemple tout simple. Si vous prenez au niveau institutionnel, au niveau de l'État, le chef de l'État peut avoir facilement quelqu'un qu'on appelle un ambassadeur itinérant en charge des droits de l'homme ou de la culture. Quand est-ce qu'on va mettre en place un ambassadeur itinérant en charge du numérique? On a des pays qu'on a beaucoup fortement de relations, comme l'Arabie Saoudite, ou bien même je vais prendre Malaisie ou l'Indonésie, ou bien le Brésil, qui ont de grandes universités. Pourquoi on ne ferait pas un ambassadeur itinérant en charge du numérique qui devrait démarcher tous ces pays dans le cadre des coopérations? Pourquoi? Qu'en réalité, qu'on puisse avoir plus de 2000 à 7000 étudiants en attendant d'avoir des labos de recherche qui pourraient partir étudier et revenir. Pourquoi pas les universités brésiliennes et américaines? Qu'on fasse une collaboration. Voilà à peu près au niveau international ce qui est possible. Mais aussi, il ne faut pas oublier que des pays comme la Guinée, le Togo, des pays frères qui sont là, qui ont besoin, on constate qu'il y a beaucoup de leurs ressortissants qui viennent au Sénégal pour nos universités, mais rien n'empêche qu'il y ait des transactions commerciales, marchandes, partenariales, entre les échanges, de pouvoir faire une uniformisation des compétences. Voilà en tout cas une démarche, quand on parle de diplomatie, c'est comme je l'ai dit, agir localement pour que mondialement, qu'on soit présent et impactant. Globalement. Absolument. Mais donc, des partenariats, ça se tisse actuellement? Oui, par exemple, dans le nord de la France, nous avons initié certaines démarches avec M. Abdoulaye Mar Diop,
que nous saluons au passage, qui est là-bas depuis une trentaine d'années, pour pouvoir travailler avec certaines structures. Il y a également une ville qui s'appelle Sante, où notre point focal s'appelle Stéphane. Avec M. Aurélien Fauvet, on est en train de voir comment, dans l'aspect du développement durable, comment les sachets peuvent être transformés en bouillie avec de la terre et avec des gabarits fabriqués par nos menuisiers métalliques, d'avoir des pavés. Ces pavés-là seraient recyclés. En tout cas, les plastiques seraient recyclés pour pouvoir faire ces pavés. Mais également, les outils pour réparer les téléphones dans les cadres de partenariat qui sont assez coûteux, qui nous permettent d'avoir des dons pour pouvoir ici même former une dizaine, quinzaine. Et nous lançons un appel également auprès des opérateurs de fabricants comme qu'on ne peut pas citer peut-être, de nous faciliter des partenariats. Parce que dans tous les cas, il faut que nos jeunes puissent avoir des emplois et que ces emplois-là soient dans les zones rurales. Nul n'a besoin de quitter Goudiri pour venir à Dakar. Parce que celui qui a son 100 € à Goudiri, c'est plus prépondérant d'avoir son 200 € à Dakar. Le coût de vie est très différent. Quelqu'un qui est à Yendiala et qui se retrouve à 152 € est plus pertinent que d'être à Dakar et d'avoir son 300 €. Donc tu restes dans ton terroir, tu peux économiser, tu peux faire plusieurs activités, tu peux même être un soutien en tenant compte de la qualité de vie. Voilà la promotion de ce que nous faisons et nous sommes convaincus qu'il faut être ouvert, il faut être inclusif et se dire que l'autre est toujours un être humain comme moi et que si quelqu'un a réalisé autant de bonnes choses sur Terre on a la preuve à travers les avions, on a la preuve avec les ordinateurs, nous pouvons le faire. Mais il suffit d'initier. Ibouba, le temps qui nous était imparti est fini. Merci. Merci infiniment. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du forum de la plateforme numérique du Sénégal. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci également aux fidèles auditeurs de Radio Sénégal, de Salam Sénégal, l'invité TIC de ce dimanche. Retrouvez ce numéro en replay sur les plateformes digitales de la RTS. Rendez-vous dimanche prochain.